c'est simple, qu'est-ce qui vous fait bouger, vous, quand vous regardez quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement effrayant ou est-ce que c'est quelque chose qui stimule votre créativité? Et moi, c'est une question que je me suis posée pour moi et puis que je me suis posée pour tous les gens qu'on essayait de mobiliser depuis des années, puisque moi j'avais créé une ONG qui s'appelle Colibri avec un écologiste qui s'appelle Pierre Rabhi et quelques amis. Et je voyais bien qu'on peinait à mobiliser les gens, alors que pourtant la situation n'a jamais été aussi grave. Les scientifiques nous disent maintenant qu'on est face à un risque d'extinction d'une partie de l'humanité si on ne fait rien d'ici la fin du siècle. Donc il n'y a jamais eu théoriquement d'événements aussi mobilisateurs. Ça devrait nous mobiliser à l'échelle d'une guerre mondiale. Mais comme c'est des choses qui sont relativement abstraites pour nous, qui restent à l'état de concept, parce que quand on parle du réchauffement climatique, à part quelques variations dans les saisons ou des événements climatiques un peu extrêmes, isolés, on ne le voit pas au quotidien. Quand on nous parle de la disparition des espèces, de la même façon, on ne s'en rend pas compte, surtout quand on vit en ville. On n'est pas vraiment au contact de la vie sauvage. Quand on nous parle de crise économique, tant que ça n'est pas arrivé dans nos pays, donc là ça commence à arriver en France, donc les gens bougent un peu, mais jusqu'à maintenant pas tellement. C'était arrivé en Espagne et en Grèce, où là les gens étaient dans la rue. Mais tant que ça ne nous touche pas vraiment dans nos chairs, on ne se mobilise pas. Donc, on a cherché une autre façon d'essayer de susciter l'enthousiasme, l'énergie, l'action chez les spectateurs. Et pour moi, une des façons les plus puissantes de le faire, c'est de raconter une histoire, dans un premier temps. C'est-à-dire que les histoires sont certainement les choses les plus fortes, qui impactent le plus fort les êtres humains. On est parti d'un livre de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice, qui est un essai, et dont le parti pris est celui-là, de dire que les êtres humains sont, à notre connaissance, en tout cas la seule espèce qui sait qu'elle va mourir, donc on envisage notre existence comme une sorte de continuum dans le temps, avec un début, un déroulement et une fin. Et ça, c'est le propre d'un récit. Donc nous, les êtres humains, on est des machines à fabriquer des récits, à construire des fictions. Et on le fait pour tout. On le fait quand on se présente à quelqu'un. Quand vous vous présentez à quelqu'un, en général, vous racontez un certain nombre de faits de votre existence, que vous ordonnez d'une certaine façon, avec un certain point de vue. Et ça, c'est déjà une histoire. Vous pourriez raconter d'autres faits, les ordonner d'une autre façon, et les regarder avec un autre point de vue, et vous ne paraîtriez pas la même personne. C'est ce qu'on fait avec les religions, avec les partis politiques, avec l'histoire de France, ou avec l'histoire des pays. Et pour moi, la société telle qu'elle est actuellement est le fruit d'une histoire qui nous a beaucoup plu, qui a été énormément portée par la télévision, et notamment la publicité, par le cinéma, par les médias en général. Et on a eu envie de construire ce monde-là en se disant que pouvoir avoir toujours plus d'argent, posséder toujours plus de choses matérielles, avoir du confort, avoir de la technologie, c'était quelque chose qui allait nous rendre heureux. Et ça a marché dans une certaine mesure. Mais dans une autre mesure, ça a plutôt créé de la détresse et un certain nombre d'autres problèmes qui aujourd'hui sont suffisamment graves pour qu'on s'en occupe. Et donc peut-être que la meilleure façon d'engager un mouvement pour résoudre ces problèmes, c'est de raconter une autre histoire qui donne envie de construire une autre société. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Demain. Et pour que cette histoire soit attrayante, qu'elle nous donne envie, qu'elle nous fasse frétiller, je ne sais pas comment le dire, on a raconté une belle histoire, une histoire positive qui fasse rêver. C'est un grand sujet, l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, on a déjà besoin de repenser la façon dont on travaille de façon plus globale. À mon avis, la seule façon que la société change de façon durable, c'est pas simplement de s'impliquer entre 18h et 20h dans une association ou de faire des petits gestes chacun dans son coin, même si c'est très important et très utile de le faire. C'est de participer chaque jour dans notre activité, et notamment notre activité professionnelle, puisque c'est ce qui nous prend presque le plus de temps dans notre journée, à construire un monde dans lequel on a envie d'habiter. Or, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des entreprises simplement pour avoir un salaire à la fin du mois, parce qu'on est dans une société comme ça, où en gros il faut travailler pour gagner de l'argent pour survivre, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas survivre dans cette société. Et ça conduit plein de gens à faire un métier un peu par défaut. Donc souvent ils aiment bien ce qu'ils font, mais sans plus, sans y trouver forcément profondément du sens. Et ça, je pense que c'est un des problèmes majeurs de notre société. À la fois parce que
Ça crée un certain nombre de frustrations qui nous conduisent ensuite à compenser, à la fois en consommant, à la fois en partant à l'autre bout du monde, en voyage, à la fois en ayant une forme de... Enfin, tous les symptômes qu'on peut avoir de la frustration, c'est-à-dire de l'agressivité ou de l'anxiété ou de la dépression. On est quand même le deuxième pays qui consomme le plus d'anxiolytiques dans le monde. Et pour trouver du sens, il est à la fois nécessaire de faire quelque chose qui nous plaît, qui vient nous permettre d'exprimer nos talents, nos passions. Donc il faut qu'on ait envie de se lever chaque matin pour le faire. Et en même temps, il faut qu'on trouve du sens à l'activité collective qu'on mène. Donc si on travaille dans une entreprise, pour moi, c'est indispensable que la mission de l'entreprise soit quelque chose qui nous importe, qu'on ait envie de parvenir à ça. Donc là, vous voyez déjà que ça réduit énormément le spectre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui travaillent pour des très grandes entreprises et qui s'en fichent un peu de savoir que, je sais pas moi, Carrefour va ouvrir 50 magasins de plus et pouvoir gagner tant de plus d'argent, à part si ça leur rapporte une partie, c'est-à-dire un bonus, un intéressement, etc. Donc si on arrivait à sortir de ce système où ce qui est notre point de focalisation, c'est bien faire notre travail pour être bien rémunéré et pour pouvoir ensuite avoir une vie confortable, pour passer dans un monde où ce qu'on fait est quelque chose qui nous passionne, dans lequel on exprime nos talents et qui est utile à la société, là, pour moi, ça serait une transformation radicale. Donc, pour moi, la première question, c'est de se demander, est-ce que je suis au bon endroit ? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une entreprise qui correspond à mes valeurs et qui poursuit des objectifs qui me touchent, auxquels j'ai envie de participer ? Deuxièmement, est-ce que je fais un métier dans lequel je suis doué, pour lequel j'ai du talent ? Et si ce n'est pas le cas, pour moi, il faut changer. Et même si c'est effrayant, même si effectivement c'est une sécurité qu'on a envie de garder la plupart du temps, je crois que ça ne marche pas, fondamentalement. Et ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, et si on est au bon endroit, dans l'entreprise, on peut faire 1 milliard de choses. On peut vraiment réfléchir à des procédures à la fois à petite et à grande échelle pour faire en sorte que l'impact qu'on a sur la société soit le plus petit possible. Donc ça passe des trucs très quotidiens qui sont recyclés dans les bureaux, qui sont réutilisés un maximum, toutes les matières premières qu'on utilise, à des choses qui sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire faire des analyses de cycle de vie pour tous les process qu'on a, essayer d'aller vers des mécanismes plutôt d'économie circulaire, où on va réutiliser des déchets plutôt que détruire des matières premières, faire en sorte que les produits qu'on fabrique ne créent pas simplement de la valeur, mais soient aussi des choses qui durent dans le temps et qui puissent être recyclées de façon indéfinie, faire en sorte que toute la chaîne de nos fournisseurs soit traitée de façon équitable, que les gens qui travaillent pour nous puissent le faire dans des conditions à la fois écologiques et humaines satisfaisantes. Et puis ça se passe aussi à côté de nous, c'est-à-dire faire en sorte que les prises de décision se fassent de façon collective le plus possible, qu'on puisse travailler dans une ambiance à la fois sereine et à la fois, encore une fois, où chacun est à sa place et chacun peut jouer son rôle. Donc c'est tellement une micro-société, l'entreprise, que c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures. L'école, c'est le premier lieu de la socialisation, après la famille. C'est l'endroit où on va être en contact avec plein d'enfants de notre âge et apprendre les règles de vie en commun, en complément, encore une fois, de ce qu'on vit dans notre environnement familial quand on est tout petit. Donc ça a un rôle évidemment central. Et pour moi, l'école est un des endroits qui a besoin de se transformer le plus dans les années qui viennent. Parce qu'on commence à l'école et puis on va en entreprise ensuite, en général, où on crée son entreprise, où on crée son activité, mais le fait que l'école, aujourd'hui, soit un endroit où on apprenne, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure aux enfants, à découvrir qui ils sont, à découvrir quels sont leurs talents, à découvrir comment ils vont être capables de les mettre au service de la société, ça c'est fondamental. Créer un environnement sécurisé, où on apprend à la fois des savoirs, mais également des compétences pratiques, et enfin ce qu'on pourrait appeler des savoir-être, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, quand on a un conflit avec quelqu'un, comment on le règle, comment est-ce qu'on prend des décisions en commun, comment est-ce qu'on met en place des mécanismes plutôt de coopération et de solidarité plutôt que de compétition. Ça, c'est un des enjeux fondamentaux de l'école dans les années qui viennent. Aujourd'hui, on apprend aux enfants plutôt à être le meilleur, à avoir la meilleure note, à s'en sortir dans cette jungle où il n'y aura pas de la place pour tout le monde, dans tous les métiers, où c'est de plus en plus dur parce qu'il y a beaucoup de chômage.
Alors que finalement, toutes les problématiques qui nous attendent vont demander exactement le contraire. Comment est-ce qu'on va être capable de travailler avec les autres? Là, dans le cadre du film que j'ai fait qui s'appelle Demain, on a voyagé dans 10 pays. Et là où les solutions marchent le mieux, c'est quand, par exemple, les élus, les entrepreneurs et les citoyens travaillent ensemble, trouvent le moyen de faire tomber un certain nombre de préjugés, de barrières et de murs entre eux pour coopérer. Or, aujourd'hui, coopérer, c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école. De la même façon, avoir une culture de paix. Là, je m'occupe d'une collection de livres qui s'appelle Domaine du possible chez Actes Sud. Et on va sortir un livre de David Van Reybrouck et de Thomas Dansbourg qui s'appelle La paix, ça s'apprend, où ils expliquent exactement ça. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, on a commencé à faire de la gymnastique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'entretenir notre corps et de faire en sorte que notre santé soit entretenue à la fois par notre alimentation et l'exercice. En revanche, tout ce qui a trait à nos processus intérieurs, mentaux, psychiques, c'est encore quelque chose qui est très embryonnaire. Méditer, on sait que c'est prendre des douches de cerveau. C'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école pour le moment. Résoudre des conflits quand on est en tension avec quelqu'un, avec des méthodes par exemple comme la communication non violente, c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend à l'école, pourtant c'est fondamental. On passe notre vie à être en conflit avec les gens, là où on travaille, dans notre famille, et puis ça s'extrapole en général à des échelles plus larges. Donc si on veut apprendre aux êtres humains, que ça soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou dans les conseils d'administration ou autour de la machine à café, à être en paix et à ne pas projeter sur les autres toutes leurs frustrations et à ne pas créer un monde où on se tire dans les pattes et où on essaye de s'en sortir et de compenser justement toutes ces souffrances et toutes ces frustrations par un besoin d'exister qui est aux dépens des autres, bah, il faut l'apprendre. Il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à se sentir bien, il faut apprendre à discerner ses névroses, il faut apprendre à écouter ses besoins, à écouter ceux des autres. Et ça devrait fonctionner à la fois à l'école et puis évidemment dans tout le reste de la vie, avec nos amis, nos parents, en tout cas faire partie de notre éducation.